Parlons vrai, il est 11h05, je dis essayons, parce que moi j'aime qu'on parle vrai, mais c'est pas toujours facile, parler vrai, ça veut dire soulever tout un tas de questions. Est-ce qu'on a toujours les réponses? Pas forcément, pour parler de l'insécurité dans les quartiers, mais l'insécurité au sens large. L'insécurité, c'est l'insécurité du quotidien, l'insécurité, le trafic de stupéfiants, la difficulté de vivre parfois dans certains immeubles, mais l'insécurité, c'est aussi l'insécurité à l'école pour les enfants qui décrochent, c'est l'insécurité professionnelle, c'est le manque d'emploi parfois, ou la difficulté à trouver une formation, enfin bon, etc., etc. L'insécurité, c'est aussi l'insécurité du logement, la difficulté de se loger, enfin tout ça, l'insécurité au sens large. Alors, est-ce que l'État est impuissant? Est-ce que l'État fait suffisamment ou pas? Nous allons débattre avec trois invités. Damien Alouche, qui est maire socialiste d'Épinay-sous-Sénart. Avec nous aussi, Denis Jacob, Alternative Police, secrétaire général, Alternative Police CFDT. Bonjour. Bonjour, Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Et Nadir Kaya, qui est président de l'association Banlieue Plus et nos quartiers. Bonjour Nadir. Bonjour à vous. Merci. Vous allez appeler aussi 0826 300 300. Bien, on va commencer avec, je me tourne vers vous, Denis Jacob. On va commencer. Hier soir, le président de la République était dans l'un des quartiers de Marseille, dans le gymnase de la Bussine. Il a été interpellé par plusieurs habitantes, des femmes d'ailleurs. Alors, hier, évidemment, le président de la République a été interpellé longuement par de nombreuses habitantes et habitants. Je veux prendre une citation. Tiens, on est pris en otage, nous avons peur de sortir la nuit, tout le monde veut partir d'ici, habitante du quartier de la Busserine, et puis on n'en peut plus. Le seul objectif, c'est de ne pas prendre de balles, une autre habitante. Enfin bon, représentante d'habitantes de ce quartier qui est en exemple, mais d'autres quartiers c'est la même chose. L'État pourtant à Marseille notamment est en train de faire beaucoup d'efforts. Puisqu'on envoie encore une 4e compagnie de CRS, tous les jours on parle, oui tous les jours, pas qu'à Marseille, mais d'incidents pas trop graves, mais ou d'incidents très graves et même de morts dans les quartiers en France. Je généralise, en France. Est-ce que l'État est impuissant, Denis Jacob? Est-ce qu'il est impuissant? C'est peut-être pas à moi de le dire en tant que fonctionnaire de police. En tous les cas, oui, ce que je peux dire, c'est que est-ce que déjà il y a une volonté de l'État de régler la problématique? Il y a une volonté là, de l'État, vous pensez? Non, mais parce que beaucoup disent, l'État ne fait rien. Vous savez, de toute façon, la police ne peut pas entrer dans les quartiers. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux, Jean-Jacques Bourdin. Moi, ça fait 30 ans que je suis fonctionnaire de police. J'ai travaillé dans une ville à l'époque très difficile, qui était la commune de Villeneuve-la-Garenne, qui à l'époque comptait une très très grande barre qui a été cassée, la Caravelle, où j'étais moi-même îlotier. Alors je remonte un peu à la guerre du feu, mais le problème c'est que moi je porte depuis près de 10 ans maintenant une demande, quel que soit le gouvernement d'ailleurs. Mais la police ne peut pas régler tout. Et aujourd'hui, on a une véritable problématique de politique de la ville, de politique sociale, de politique économique dans ces quartiers sensibles. C'est un tout, l'insécurité. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Bien sûr. Et vous avez, Jean-Jacques, si vous me permettez, vous avez quand même, et je suis assez effaré de voir que ça n'a pas été pris en compte, ou en tous les cas, le président de la République fait des annonces, et je note que certaines annonces peuvent provenir de ce rapport. Moi, c'est quid du rapport Borloo de 2018. Il y a 19 thématiques dedans. Aujourd'hui, on parle de cité éducative. Alors, si c'est ça que le président veut mettre en place, très bien, mais il faudra nous dire avec qui, comment. C'est quoi une cité éducative? C'est-à-dire que l'éducation nationale, l'école, le collège et le cœur, elle serait le cœur pour reprendre des enfants en charge, pour pouvoir les conduire de l'enfance jusqu'à l'adolescence dans le circuit de la société, pour éviter d'avoir malheureusement des jeunes qui sont pris sous la coupe de dealers. Dans le domaine de la lutte contre les trafics en tout genre et contre l'insécurité au sens premier du mot dans les quartiers, là, il y a deux sons de cloche. Il y a le tout répressif et il y a non,
il faut le tout préventif. La police tue. D'un côté, et de l'autre côté, c'est l'expression que la police. Entendre, hein, mais non, mais vous l'avez entendu. Oui, ça on l'a entendu, oui. Bon, vous l'avez entendu. C'est de qui d'ailleurs? Et de l'autre côté, il faut absolument mettre tout le monde en prison. Vous comprenez? Bien sûr, non, mais je pense qu'il y a un mauvais procès qui est fait à la police, parce que c'est l'image qu'on renvoie à la population de la police. Et on vous demande tout. Où la police, on nous demande de tout faire. C'est-à-dire qu'on devrait être la solution à tous les problèmes dans notre pays en matière d'insécurité, ce qui, si c'était le cas, ça se saurait. On a eu des politiques du tout préventif il y a quelques années, puis du tout répressif, puis on voit que l'un sans l'autre ne peut pas fonctionner. Donc il faut un juste équilibre, c'est-à-dire reconquérir là où on sait que des quartiers sont gangrénés par la criminalité et la délinquance, donc il faut la reconquérir, et ça ne peut être conquéri que par la répression de l'action policière, et à côté de ça, un accompagnement social de la ville, de ces jeunes qui sont pris sous la coupe de trafiquants. Éducation, l'emploi, le logement, évidemment. Et une fois qu'on a conduit cette politique de répression contre les noyaux durs de criminalité et de délinquance, il faut réinstaurer une police quotidienne. Moi, je suis d'une époque où on avait des commissariats de quartier. Le commissariat de quartier, c'était le contact direct avec la population qui était la source principale d'information pour les policiers. En amont, éradiquer les noyaux durs de délinquance, et si on n'a pas apporté une réponse politique en matière d'économie, de social et de politique de la ville. Non, mais un commissariat, une maison des associations, des commerces, oui. Mais on a retiré les services publics des quartiers. Et des services publics. Pour ça, on peut le faire. Quelques mots, parenthèse, sur ce que dit le président de la République. Je me tourne vers vous, Denis Jacob, sur sa proposition. Vous allez récolter les PV dressés aux consommateurs de drogue. Alors, je pense pas. En tous les cas, l'argent des PV. Ça va être très compliqué pour plusieurs raisons. Tout d'abord, quand même rappeler que, par définition, on peut le faire. C'est prévu par le code de procédure pénale. Mais vous ne le faites pas. Mais c'est très rarement le faire, mais vous ne le faites en pas. matière routière, notamment. En matière routière, ça existe. Ça existe, notamment les collègues CRS en moto autoroutière peuvent le faire. Tout à fait. Ça reste très à la marge. Moi, j'apprends, d'ailleurs, comme beaucoup de monde, qu'il y aurait 5000 terminaux en cours de déploiement. On l'apprend par le président de la République, parce qu'en interne, on ne le sait pas. Enfin, en tous les cas, on n'a pas eu de concertation là-dessus. Deuxièmement... Il y aura un décret fin août, je crois. Deuxièmement, j'entends ce que dit le président de la République. Moi, je n'accepte pas que les policiers puissent se substituer aux agents du Trésor public, du fisc, pour aller recouvrer des amendes non payées. Je pense qu'il y a d'autres moyens, notamment au niveau de ministère de l'économie. On sait bien recouvrer les dettes en matière d'impôt sur le revenu, bien qu'on fasse la même chose, qu'on aille directement prendre sur les revenus. Mais c'est un faux débat, parce que ceux qui ne payent pas les amendes, ce ne sont pas les jeunes que l'on contrôle en tant que consommateurs de cannabis. Très souvent, les personnes que l'on contrôle en direct sur de l'usage de stupéfiants, ce sont des personnes qui sont insolvables. Donc en fait, on veut toucher à ceux qui ne payent pas, c'est-à-dire des gens qui sont insérés dans la société, qui ont des revenus, qui consomment de manière festive ou récréative, et que nous, on ne contrôle pas ou peu. Donc c'est un faux problème. D'accord. Que de croire que c'est le policier qui va mettre en recouvrement c'est anecdotique, si j'ai bien compris. Qui seraient pas payés. C'est une fausse bonne idée. Franchement, je crois que c'est pas ça qui va changer la problématique des amendes en matière de cannabis. Et puis mes collègues, de toute façon, sont contre. Et puis depuis hier, on entend toute la partie syndicale, quelle que soit l'organisation dont la police nationale, dire que c'est pas une bonne idée. Et je pense que là-dessus, le président de la République... Le décret n'est pas encore sorti. Je pense qu'il serait sage de ne pas le faire, parce que on peut pas d'un côté nous dire on va vous supprimer vos tâches indues, vos tâches administratives, dématérialiser l'ensemble des procédures telles qu'on le demande pour gagner en temps de travail et d'efficacité d'enquête, et de l'autre côté venir nous rajouter une tâche administrative, parce que je vous signale qu'il va falloir qu'on se trimballe avec l'appareil. Le terminal, le terminal de carte bleue. On est déjà harnaché comme pas possible entre le tonfa, la gazeuse, enfin la bombe de gaz lacrymogène, les menottes, la caméra piéton. Il va falloir avoir non seulement le terminal, et les rouleaux, et il va falloir avoir. Il fonctionne pas tout seul. Non mais Jean-Jacques, il va falloir délivrer des quittances.
Parce qu'il va falloir délivrer nom, prénom, adresse. Oui, c'est assez ridicule. Bon, non, mais franchement, moi, si je peux me permettre, c'est quand même. On n'a pas besoin de ça. Il vaut mieux annoncer ce qu'il a fait aussi, la venue d'une 4e compagnie de CRS et de 25 nouveaux enquêteurs à la BRB que globalement, Jean-Jacques Bourdin, c'est important qu'il fasse ses annonces dans une ville comme Marseille, où on connaît un taux de criminalité pas possible. Oui. Mais il n'y a pas que Marseille. Mais c'est important toutes les annonces qu'il a fait. Mais il y en a, je suis désolé, qui sont pas crédibles, qui seront pas possibles, et que les collègues ne vont pas passer leur temps à récupérer l'argent des amendes. Dites-moi une chose très importante, je tiens à le préciser, parce que cette histoire d'amende forfaitaire à faire payer, vous vous rendez compte que on a affaire à une catégorie de population où dans le rapport, ça se passe pas forcément très bien. Oui, ça c'est sûr. Et passer plus de temps avec une personne qu'on vient de contrôler pour usage de cannabis et à qui on va demander de payer, qu'on risque même de proposer d'accompagner au distributeur pour retirer de l'argent parce qu'on devrait faire payer, mais c'est plus des tensions qu'on va avoir. On va avoir. Alors déjà, on a une ultra-violence contre les policiers parce que l'autorité du policier n'est plus respectée, elle est remise en cause. Mais là, on va avoir des heurts. On en a déjà au quotidien. Mais ça va être puissance 10. Denis Jacob, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Denis Jacob, que s'est-il passé ce matin à Nanterre? Est-ce que vous en savez un petit peu plus? À Nanterre, c'est un adolescent de 17 ans tué par un tir de la police après un refus d'obtempérer. Pour le moment, j'ai pas vraiment de précision sur l'affaire. Je sais que ça s'est passé à Nanterre, qu'il est originaire de Pablo Picasso, qu'a priori il était très défavorablement connu déjà des services de police, et que le refus d'obtempérer, malheureusement, vous savez, en France, il y en a un toutes les 20 minutes, et que c'est très très compliqué d'intervenir sur ce genre de situation qui met en péril la vie soit des policiers, soit de la population, parce que quand on refuse d'obtempérer, eh bien on prend des risques inconsidérés et on peut mettre en danger la vie de quelqu'un, et que malheureusement, dans le cadre de ces affaires-là, le seul moyen que l'on a de neutraliser quelqu'un qui est potentiellement dangereux pour les policiers ou pour autrui, c'est de faire usage de son arme de service, naturellement dans le respect du cadre de la légitime défense. L'enquête le déterminera, bien évidemment. Je ne vais pas préjuger de ce que va dire l'enquête, et je pense que de toute façon, l'IGPN... la police des polices a déjà... Deux enquêtes en flagrance ont été ouvertes, évidemment. Je ne l'avais pas, je vous confirme. L'une pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, l'autre pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Donc l'enquête déterminera les responsabilités ou pas du policier quant au bon usage de son arme de service, mais moi je... En 2022, 13 personnes sont mortes après refus d'obtempérer. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, on atteint un niveau d'ultra-violence de manière globale, où aujourd'hui, on ne respecte plus l'autorité des forces de sécurité en général, mais l'autorité des représentants de l'État en général. Que ce soit un professeur, que ce soit une infirmière, un médecin, que ce soit un pompier qui intervient, qu'on empêche d'intervenir, qu'on caillasse... Et un maire, oui, alors excusez-moi, qui aujourd'hui, on ne respecte même plus l'élu de la commune qui n'est là que pour apporter des réponses aux administrés. Et donc, on est confronté à une ultra-violence, une ultra-agressivité où aujourd'hui, on ne craint plus de s'en prendre physiquement à un représentant de l'État, quelle que soit sa profession. Et donc, ces refus d'obtempérer, malheureusement, ce sont des individus, en général, qui, peut-être pour pas grand-chose, croient au bien fondé de se soustraire à un contrôle de police, sauf qu'il met en danger la vie des policiers. Il y a encore quelques semaines, des policiers ont été traînés sur plusieurs centaines de mètres suite à un refus d'obtempérer. Ce sont une enfant qui a été tuée à Rennes suite à un refus d'obtempérer. Et ça, c'est tous les jours. Donc, à un moment donné, la seule possibilité que l'on a, malheureusement, pour neutraliser un individu qui va porter atteinte à la vie d'autrui, c'est d'utiliser l'arme de service. Et je me répète, pour l'affaire de Nanterre, l'enquête déterminera les conditions de refus d'obtempérer 17 ans. 17 ans. Je rappelle, 17 ans. Je crois savoir que le permis de conduire, c'est au moins 18 ans. Oui. Moi, je veux bien qu'on essaye de répondre aux problèmes par des mesures sociales. Moi, ça me pose pas de problème, j'ai pas de tabou là-dessus. Mais à un moment donné, on a des individus qui prennent des risques inconsidérés, qui très souvent sont au guidon de véhicules très puissants, très souvent volés. Nous, on a fait des préconisations là aussi pour travailler en amont. Et qui provoquent des accidents et qui tuent des gens de ces mêmes quartiers. Moi, j'appelle ça des nuisibles. Bon, on a fait des propositions. Alors, elles commencent à être développées. Alors, ça fait polémique, mais
moi je suis désolé, permettre aux policiers, par exemple, d'intervenir en live. Aujourd'hui, il y a la CNIL, il faut que ce soit en termes de flagrance, dans le cadre d'une enquête de police judiciaire, mais quand on a affaire à des problèmes de rodéo comme ça, on doit pouvoir, en temps réel, utiliser les caméras de vidéosurveillance de la ville pour suivre l'individu. On doit déployer les drones pour pouvoir suivre ces individus. On fait des propositions alternatives. Et le drone n'est pas de droite. C'est un vilain jeu de mots avec le drone n'est pas de droite. Bon, par exemple, pour les refus d'obtempérer, si vraiment on pense qu'on n'a pas d'autre moyen que d'utiliser l'arme de service et qu'il faut mettre autre chose à disposition, nous, on préconise le dispositif qui est en cours de déploiement aux États-Unis, qui s'appelle le dispositif Starchase, qui consiste à tirer une balise GPS sur le véhicule qui part, de façon à pouvoir le poursuivre. Sur les rodéos urbains, on préconise également des armes non létales qu'on voudrait également utiliser en maintien de l'ordre, qui sont des marqueurs ADN chimiques, comme on utilise dans les établissements bancaires, c'est-à-dire que on vise l'individu, il est marqué pendant au moins 6 semaines d'un produit chimique qui, dans le cadre, comme les billets de banque, c'est le même dispositif. Et donc, on peut mener une enquête a posteriori, on peut identifier, grâce à ce produit marqué sur la peau, l'individu, et donc, mais c'est de la posteriori. Et les gens, c'est pas de la posteriori qu'ils veulent, ils veulent vivre en toute tranquillité dans les quartiers. C'est pour ça qu'il faut une réponse immédiate. C'est pour ça qu'il faut aussi interpeller les parents. Il faut impliquer les parents dans cette situation. Parentale.